La démarche de mise en place de la Balanced Scorecard va être engagée à travers 9 chantiers ou à travers 9 missions. Donc là, après avoir présenté avec succès la mission de l'élaboration du diagnostic global qui nous a permis de tracer deux couples, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc il est clair que nous avons besoin de mettre en place une vision, les missions de l'entreprise et la stratégie. Donc pour identifier la mission, les visions, donc les missions de l'entreprise, la vision et la stratégie, il convient de passer à travers une deuxième étape qui va nous permettre de nous prononcer sur les meilleurs scénarios de développement de l'entreprise. Et donc pour ce faire, j'aurai besoin de recenser l'ensemble des scénarios susceptibles d'être exploités par l'entreprise, et ces scénarios devraient être étudiés dans le sens de définir l'impact sur les performances futures de l'entreprise. Donc à chaque fois que je vais déterminer un scénario, il est clair que je vais avoir un impact sur le chiffre d'affaires, sur les charges variables, sur les charges fixes, et donc le choix d'un scénario va dépendre de la nature de l'impact qui va s'exercer sur le chiffre d'affaires réalisé. Donc, et du coup, donc ce que nous allons faire pour notre cas ou pour le cas que nous sommes en train de traiter, c'est que les scénarios qui doivent être présentés, c'est des scénarios qui doivent nous permettre de couvrir ou d'agir contre le coût de chômage engagé, donc au niveau du cas, et qui est estimé à quelque chose comme 47,56 ou éventuellement le 47%. Donc ce coût de chômage que supporte l'entreprise a besoin d'être traité, et il n'y a pas mieux que de s'ouvrir sur d'autres gammes de produits, donc élargissement de gamme ou une couverture de plusieurs marchés, donc, et là vous êtes dans une stratégie d'expansion. Donc là, tous les mois, donc tous les scénarios de développement se valent, mais il faut choisir celui qui présente l'impact favorable sur le développement du chiffre d'affaires et sans pour autant hypothéquer l'avenir donc de l'entreprise. Et donc il faut choisir les scénarios qui conduisent à une amélioration de la rentabilité financière de l'entreprise, susceptible de vous permettre donc d'atteindre les attentes des actionnaires qui sont exprimées au niveau du taux de rentabilité exigé par les actionnaires. Donc, je récapitule. La première mission, c'est le diagnostic global. La deuxième mission, c'est l'identification de la stratégie qui passe à travers l'identification de la vision et des missions de l'entreprise. Donc, pour identifier la vision, les missions de l'entreprise et éventuellement la stratégie, il convient de prévoir un certain nombre de scénarios de développement qui vont vous permettre de choisir le meilleur scénario, donc le meilleur ou les meilleurs scénarios de développement, et à partir de là, vous pouvez définir votre vision, donc les missions auxquelles vous allez vaquer et votre stratégie. Troisième mission sur laquelle nous avons besoin d'accorder une importance capitale, c'est l'élaboration de la carte stratégique. Donc l'élaboration de la carte stratégique passe à travers l'identification pour chaque axe stratégique, et nous en avons 4. Donc l'axe apprentissage organisationnel, l'axe processus interne, l'axe client et l'axe financier. Donc pour chaque axe, il faudra définir les objectifs stratégiques qui vous paraissent les plus adéquats, de 1 par rapport au secteur d'activité dans lequel vous êtes en train de travailler, de 2 par rapport aux caractéristiques
fondamentale de l'entreprise en question. Donc, sur la littérature, sur la littérature portant sur la Balanced Scorecard, sur le net, sur un certain nombre de travaux de recherche qui ont été conduits et des travaux d'implantation de la Balanced Scorecard, vous pouvez avoir l'embarras du choix en matière d'objectifs stratégiques. Mais le vrai travail, serait d'identifier quels sont les objectifs stratégiques les plus adaptés par rapport à votre entreprise et par rapport à son évolution dans son secteur d'activité. Donc c'est ainsi que vous pouvez reprendre des objectifs stratégiques communs qui peuvent être utilisés, peu importe le secteur d'activité et la nature de l'entreprise. Mais il est clair que vous allez avoir des objectifs stratégiques spécifiques à l'entreprise et spécifiques à son évolution par rapport au secteur d'activité que j'ai présenté. Donc, une fois que j'ai défini les objectifs stratégiques les plus adaptés par rapport à chaque axe stratégique, il convient de penser à élaborer une chaîne causale, donc une chaîne causale qui nous permet de retrouver des liens, d'accord, des liens de cause à effet entre les objectifs stratégiques présentés dans l'axe d'apprentissage organisationnel qui vont devoir agir sur le développement des processus internes. Donc, ces objectifs stratégiques prévus au niveau de l'axe apprentissage organisationnel devraient permettre de favoriser la réalisation des objectifs stratégiques présentés dans les processus internes qui, eux aussi, devraient être suffisamment pertinents pour favoriser le développement des objectifs stratégiques prévus au niveau de l'axe client, et ces derniers objectifs devraient être suffisamment pertinents et devraient être développés dans le sens de favoriser aussi le développement et la progression des objectifs stratégiques prévus au niveau de l'axe financier. Donc la carte stratégique, c'est de 1. Donc c'est de 1 l'identification des objectifs stratégiques les plus adaptés par rapport à chaque axe organisationnel, avant de présenter donc une chaîne causale qui va nous permettre de lier tous les objectifs stratégiques et donc de créer une connexion, une forte connectivité entre les 4 axes, à savoir l'axe d'apprentissage organisationnel, l'axe processus interne et l'axe client et l'axe financier. Donc, une fois que j'ai réalisé cette étape, je passe à la 4e mission. Dans la 4e mission, mon objectif est simple. Il faudra définir pour chaque axe stratégique les objectifs stratégiques et il faudra faire en quelque sorte donc la détermination de la cible planifiée. La cible planifiée, c'est-à-dire comment vous allez prévoir la démarcation de l'entreprise sur 3 ans. Mais cette cible planifiée, qui va être orchestrée dans le temps et qui va porter sur un horizon de 3 ans, par exemple de 2021 à 2023, donc cette cible planifiée devrait nous permettre d'examiner la progression de la réalisation des objectifs qui vont être prévus. Donc par exemple, je vais décider d'augmenter ma part de marché de 30% sur un horizon de 3 ans. Il est clair que j'ai besoin de prévoir une moyenne de progression. Donc la première année, on va y aller sur une progression de 10%. La deuxième année, c'est sur une progression moyenne de 10%. Ça va nous faire une progression moyenne cumulée de 20%. Et à la fin de la troisième année, c'est-à-dire fin 2023, je vais avoir les 10% restants, donc les 10% de progression restantes, pour avoir un cumul de 30%. Donc la cible planifiée
vous allez me dire comment peut-on la déterminer. La cible planifiée, donc pour pouvoir la déterminer, je vais revenir sur l'historique des 3 dernières années pour voir comment le chiffre d'affaires s'est comporté, comment les charges variables se sont, donc comment les charges variables ont progressé, comment les charges fixes évoluent, et sur la base de l'identification de cet historique, je vais identifier des moyens de progression. Et ces moyens de progression, donc je vais les corriger sous l'impact de l'inflation, sous l'impact de la mise en place de nouveaux scénarios de développement. Et c'est ainsi que je pourrais donc dire que par rapport à tel objectif stratégique, la progression elle va être de 10% sur un horizon de 3 ans, la progression va être de 20% sur un horizon de 3 ans, ou la progression va être de 15% sur un intervalle de 3 ans. Donc, la cible planifiée peut être définie sur la base de la moyenne de progression que vous allez dégager à partir de la consultation de l'historique des réalisations, des performances de l'entreprise sur les 3 dernières années, qui devrait être corrigé donc de l'impact de l'inflation, de l'impact de la crise, éventuellement de l'impact de la mise en place de nouveaux scénarios de développement. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être travaillé de façon dynamique en intégrant des hypothèses et donc qui va vous permettre de pouvoir donc prétendre à la progression la plus réaliste pour l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Et donc, ce que nous allons faire, c'est qu'une fois que nous avons identifié pour chaque axe stratégique les objectifs stratégiques les plus pertinents, il faudra définir la cible planifiée, c'est-à-dire la progression de ces objectifs dans le temps, donc sur un intervalle de 3 ans. Pourquoi? Parce que parmi les principales contributions de la Balanced Scorecard, c'est qu'elle va tenter de créer un rapprochement de choix entre l'élément stratégique et l'élément opérationnel. Donc quand on pense à une stratégie, quand on pense à la mise en place d'une stratégie, il est clair que nous allons raisonner par rapport à des orientations stratégiques. Et donc, les orientations stratégiques vont être présentées à travers un plan stratégique. Et donc, ce plan stratégique, théoriquement, il va porter sur 3 ans. Donc, voilà pourquoi nous intégrons la dimension de la cible planifiée qui va être orchestrée sur l'évolution que va connaître les objectifs stratégiques sur la base des 3 prochaines années. Donc, pour chaque axe stratégique, nous allons définir des objectifs stratégiques, nous allons définir des indicateurs de mesure, c'est-à-dire que, par exemple, pour augmenter la part de marché de 30%, il faudra trouver un indicateur de mesure. Donc cet indicateur de mesure répond à la logique, on ne peut contrôler que ce qui est mesurable. Donc pour augmenter la part de marché, il faudra calculer d'abord la part de marché, donc la part de marché de l'entreprise par rapport à tout le marché. D'accord, donc part de marché de l'entreprise en question, divisé sur divisé sur le marché, multiplié par 100 pour déterminer la part de marché de l'entreprise. Et donc ce qu'il faudra prévoir, c'est la progression. Donc c'est la progression de cette part de marché dans le temps. Gardez à l'esprit que la cible planifiée représente quelque part la démarcation de l'entreprise dans le temps, c'est-à-dire sur les 3 prochaines années. Voilà la cible planifiée, donc voilà les objectifs que je voudrais atteindre à la fin de la 3e année de l'implantation de la Balanced Scorecard. Donc une fois que j'ai défini pour chaque axe, c'est-à-dire l'axe apprentissage organisationnel, j'ai défini les objectifs stratégiques, les indicateurs de mesure et la cible planifiée, je déroulerai le même travail par rapport à l'axe processus interne. Le même travail va être identifié au niveau de l'axe d'apprentissage, donc au niveau de l'axe client. Je déroulerai le même travail par rapport
à l'axe financier. Donc là, j'ai pratiquement bouclé donc la première étape diagnostic global, détermination de la vision, mission et stratégie de l'entreprise. J'ai attaqué la stratégie, donc j'ai attaqué la carte stratégique. J'ai par la suite présenté la cible planifiée avec donc la cible planifiée, les objectifs stratégiques, les indicateurs de mesure par rapport à l'axe apprentissage organisationnel, par rapport au processus interne, axe client, axe financier. Donc, si nous faisons le compte, donc la prochaine étape serait d'identifier avec quoi ou avec quel élément on va agir. Donc avec quel élément, donc ça va être l'étape. Donc là, ça va être l'étape 8. Donc avec quel élément nous allons agir pour favoriser l'atteinte de la cible planifiée. C'est-à-dire que les entreprises qui ont prévu, ou l'entreprise qui a prévu cette augmentation de part de marché de 30% sur 3 ans, elle a besoin de prévoir des actions, d'accord, des actions qui vont lui permettre de réaliser cet objectif. Donc, si dans le cadre de la mise en place des tableaux de bord classiques, on est en train de parler d'une action, donc dans la mise en place de la Balanced Scorecard, on est en train de parler de programme d'action. Et donc, principal constat qu'on retient, c'est que le programme d'action, les programmes d'action, donc ils doivent être minutieusement choisis, ils doivent être pertinents, ils doivent être cohérents, ils doivent être homogènes et ils doivent être suffisamment sérieux, donc je dirais sérieusement choisis, dans le sens d'agir sur les objectifs stratégiques définis au niveau des axes. Par exemple, pour augmenter la part de marché de l'entreprise, il est clair que je pourrais raisonner par rapport à un programme de publicité, je pourrais raisonner par rapport à une campagne publicitaire, je devrais raisonner par rapport à la mise en place d'une stratégie digitale, je devrais raisonner par exemple par rapport à des travaux par rapport à des opérations qui vont nous permettre d'augmenter la notoriété de l'entreprise et son capital réputation. Il est clair que j'aurai besoin de mettre en place plusieurs actions qui vont me permettre d'atteindre cet objectif stratégique. D'où la mise en place de ce qu'on appelle des programmes d'action. Donc, pour chaque programme d'action, il faudra d'abord définir la cible de ce programme. D'accord ? Donc, par exemple, dans notre cas, on a le premier programme à mettre en place et qui représente une grande urgence par rapport à l'entreprise, c'est la restructuration organisationnelle. Donc, je pourrais mettre en place, premier programme d'action, c'est la restructuration organisationnelle. Donc, il faudra tout simplement engager les services d'un consultant externe, faire appel au recrutement pour essayer de doper l'entreprise des ressources nécessaires et des cadres susceptibles de créer une valeur ajoutée par rapport à la démarcation de l'entreprise. On peut parler du recrutement d'un contrôleur de gestion, on peut parler aussi de la mise en place d'un certain nombre de directions qui sont manquantes par rapport à notre cas. Donc, tous ces éléments-là vont être présentés dans le programme d'action de structuration organisationnelle. Ce programme d'action ne va pas être engagé d'affilée. Donc, il pourra être présenté de la manière suivante. Date de lancement, c'est le 1-1, par exemple. Donc, la date de lancement, c'est le 1-1-2021. Et la date de fin de programme, la date de fin de programme pourrait être présentée pour le 31-12-2023. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce programme d'action, il pourra être présenté dans le temps. Donc, vous pouvez procéder à ce qu'on appelle à
une programmation d'action par tranche. C'est-à-dire qu'au lieu de faire supporter à l'entreprise d'affilée dès l'année 2020 un coût coûteux de ce programme, vous pouvez y aller à travers donc des tranches. Tout ça pour ne pas affecter de façon négative donc la rentabilité financière de l'entreprise. Donc, programme d'action de 1, je devrais connaître le pourquoi, donc la cible de ce programme. De 2, j'ai besoin d'identifier sa date de lancement ou sa date de démarrage et la date de fin de ce programme. Je devrais connaître qu'est-ce que va m'apporter ce programme en identifiant la nature des bénéfices générés par la mise en place de ce programme. Et la nature de ce bénéfice, elle devrait être présentée selon donc un horizon de 3 ans. Donc, si par exemple, je devrais par exemple mettre en place un programme qui va me permettre de créer donc une forte adhésion, donc de créer une forte culture d'entreprise, donc de créer un climat favorable pour mes ressources humaines, favoriser leur implication dans la vie de l'entreprise. Il est clair que dans le cadre de ce programme RH, donc j'ai besoin de mettre en place un programme motivation sur lequel je devrais faire en sorte à ce que je puisse mettre en place des actions et donc renforcer la culture d'appartenance de l'entreprise, donc augmenter le taux de fierté donc de travail, augmenter par exemple le taux de fierté au travail à 100% sur un horizon de 3 ans. Par exemple, donc la première année, on va cibler 60%, la deuxième année, on va cibler 80% pour arriver à un taux de fierté au travail de 100%. Donc, je répète, pour chaque programme d'action, il faudra définir la cible, donc c'est-à-dire l'intérêt de ce programme. De 2, vous aurez besoin de définir la date de démarrage et la date de clôture de ce programme, la nature des bénéfices qu'il va apporter dans le temps, c'est-à-dire au bout de la première année, la deuxième année et la troisième année. Et 4, il faudra définir le coût de ce programme. Donc, le coût de ce programme, c'est-à-dire quel est le coût que nous allons supporter sur 3 ans. D'accord ? Donc, je reviens au programme de restructuration organisationnelle. Si je fais appel à un consultant interne, il faudra le payer à la journée, donc c'est en jour homme. Il faudra calculer le nombre de jours que la mission va demander et vous allez intégrer le recrutement par exemple de 10 personnes. Donc on commence par le recrutement des personnes indispensables et par la suite nous pouvons engager donc une opération de recrutement de 12 personnes par exemple, mais sur des intervalles totalement différents. Donc sur la première année je recrute 4 personnes, la deuxième année je recrute 4 personnes et la troisième année je peux recruter les 4 personnes restantes. Si j'ai les moyens, je peux les recruter d'affilée donc dès la première année. Donc là, ce sont des techniques que vous pouvez utiliser pour réduire ou éventuellement agir sur la détermination des programmes d'action. Donc, il est clair que par rapport à chaque entreprise, il ne va pas y avoir un seul programme d'action. Donc, il va y avoir plusieurs programmes d'action et donc tous ces programmes d'action vont nous permettre de déterminer l'enveloppe financière que nous allons devoir supporter pour mettre en place la Balanced Scorecard. Donc, vous pouvez être amené à déterminer une dizaine de programmes d'action ou une demi-douzaine de programmes d'action ou peut-être faire en sorte à ce que vous puissiez être rationnel et peut-être faire preuve d'optimisation et vous pouvez tomber sur un nombre réduit de programmes d'action, donc 9, 7. Donc là, les chiffres ne comptent pas, mais c'est beaucoup plus la pertinence et la qualité des programmes d'action que vous allez mettre en place qui est la plus intéressante. Donc, maintenant, j'arrive à la synthèse par rapport à la détermination des programmes d'action.
Donc vous avez mis un programme d'action par rapport à la restructuration organisationnelle, un programme d'action par rapport à la commercialisation, un programme d'action par rapport au marketing et RH, par exemple, donc un programme d'action système d'information, un programme d'action fidélité, etc. Donc tous ces programmes, ils vont générer un coût global. Et ce coût, il représente à peu près le coût de la mise en place de la Balanced Scorecard. Donc ce coût, vous allez l'engager sur 3 ans. D'accord? Donc, le chef d'entreprise ou les actionnaires peuvent vous poser la question suivante. Quel est l'intérêt de mettre en place la Balanced Scorecard? Et donc, quel est l'intérêt de la mise en place de la Balanced Scorecard? Il est clair que chaque investisseur, chaque actionnaire, donc chaque bailleur de fonds, il ne comprend que la logique financière. Donc la logique financière fait que j'ai besoin de démontrer que la mise en place de la Balanced Scorecard pourrait permettre à l'entreprise d'assurer un véritable retour sur investissement. D'accord? Donc le problème qui se pose, par exemple, pour toutes les personnes qui souhaitent mettre en place ce qu'on appelle qui souhaitent mettre en place des ERP, vont se heurter à la difficulté de définir le retour sur investissement. Donc si je vais implémenter un système d'information qui est hyper puissant, comment je pourrais tirer profit de ce système, comment je pourrais éventuellement accélérer le retour sur investissement, comment je peux profiter pleinement de cette mise en place. Ce sont des questions que nous aurons du mal à pouvoir justifier ou à trouver les bonnes réponses. Ça dépendra de votre interlocuteur, ça dépendra de son background, ça dépendra du degré de compréhension qu'il va avoir par rapport à la démarche dans laquelle vous souhaiteriez vous engager. Donc, par rapport à la Balanced Scorecard, l'idéal, c'est de raisonner par rapport à la dernière action qui s'appelle analyse d'impact. Analyse d'impact, c'est une analyse dans laquelle vous allez compter sur une comparaison entre les réalisations de l'entreprise et la cible planifiée. Donc, vous pouvez vous retrouver avec 2 cas de figure. Donc, si la Balanced Scorecard elle a été déjà implémentée dans l'entreprise, donc là, vous êtes sur une mission très simple. Il faudra sortir les réalisations de l'entreprise, donc par rapport à une période, d'accord? Donc, on va attendre les réalisations de l'entreprise. Donc, je vais revenir sur les réalisations des 3 dernières années. Je vais revenir sur ce que j'avais présenté comme cible planifiée et je vais calculer les écarts. D'accord? Les écarts, donc entre les réalisations sur 3 années, que je vais comparer avec la cible planifiée arrêtée donc, sur 3 années. Et je peux même faire une comparaison annuelle. Donc, si la Balanced Scorecard a été déjà mise en place, donc il est clair que je vais y aller sur les réalisations que je vais comparer avec la cible planifiée. Si maintenant vous vous retrouvez dans la situation numéro 2, et donc dans la situation numéro 2, vous êtes dans la phase d'implémentation de la Balanced Scorecard. Donc si vous êtes dans la phase d'implémentation de la Balanced Scorecard, il est clair que vous n'avez pas encore un historique. D'accord? Donc vous n'avez pas un historique, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore de chiffres réels qui puissent permettre de faire cette comparaison. Donc si vous êtes dans le deuxième scénario, nous allons nous baser sur une autre alternative. Et l'autre alternative, c'est de revenir sur ce que vous avez défini dans votre simulation financière, c'est-à-dire la simulation financière faite à partir du business plan. Donc, les réalisations prévisionnelles que vous entendez réaliser et que vous avez prévues dans votre business plan, on va les comparer avec la cible planifiée pour mettre en place donc une comparaison donc, des écarts
Et donc, si vous constatez que les écarts sont favorables, donc il est clair que vous allez expliquer donc l'intérêt de la mise en place de la Balanced Scorecard. Vous allez donc de la façon suivante. Certes, nous allons engager un vaste programme, donc nous allons engager un coût de programme d'action qui va être important, mais avec ce coût de programme qui était important, voilà la démarcation que nous allons assurer sur 3 ans. Sachant que les programmes d'action que vous avez mis en place, ils ne vont pas traduire des effets que sur les 3 premières années. Les programmes d'action qui ont été présentés dans les 3 premières années, certainement ils vont avoir un impact favorable aussi sur les années à venir de l'entreprise. Donc la mise en place de la Balanced Scorecard, elle va reposer sur l'ensemble de ces étapes. Et je vais dire à la fin, donc pour conclure, que la mise en place de la Balanced Scorecard est une méthode itérative, c'est-à-dire que vous aurez tout le temps besoin de vous adapter, donc d'ajuster, pour que vous puissiez donc roder donc, la mise en place ou la méthodologie de mise en place de cet outil révolutionnaire. Et donc, vous allez vous inscrire dans une logique d'amélioration continue. Merci de votre attention.